C'est un être artificiel, créé par l'homme et pour l'homme. Humanoïde serviteur ou engin à roulettes, rover lunaire ou machine industrielle, puce microscopique ou virus informatique, ces transformations sont sans fin. Et bien souvent, ce qui est d'abord conçu pour être programmé n'en fait finalement qu'à sa tête. Il est l'acolyte humoristique qui nous surprend, le cerveau omniscient qui nous dépasse, ou l'ami artificiel qui comble notre solitude. Il est le robot de cinéma. Créer un être à son image est le privilège de Dieu. C'est ce que nous enseignent de nombreux textes anciens, dans lesquels l'homme est puni de son ambition démiurgique. Le mythe du docteur Frankenstein, qui crée un monstre par mégarde, fait écho à celui du golem dans la mythologie juive. Cet être modelé dans l'argile et animé par des procédés magiques acquiert un pouvoir redoutable et échappe totalement au contrôle de son créateur. L'idée même que l'homme puisse reproduire l'œuvre de Dieu et donc se faire créateur de lui-même pose des questions. C'est-à-dire que c'est une inquiétude qui est en nous avant que l'on réalise des robots. Dans tous ces récits, l'homme n'a finalement qu'un but, créer des êtres qui travailleront à sa place. Dès sa maîtrise du premier outil, l'homme n'a jamais cessé de fabriquer, de perfectionner, d'innover. Mais c'est la révolution industrielle qui, au XIXe siècle, marque une véritable rupture et propulse le monde dans une nouvelle ère technique. Au tournant du XXe siècle, l'Europe traverse une période prospère caractérisée par son effervescence technique et sa culture du progrès. Les robots se limitent alors aux machines industrielles qui font tourner les usines et améliorent le rendement. Les secteurs industriels novateurs attirent les entrepreneurs et les investisseurs en quête de profit. Et la productivité du travail à la chaîne s'impose comme un standard de fabrication. Le capitalisme libéral se développe et creuse le fossé entre travailleurs et chefs d'entreprise. Le cinéma de science-fiction, bien qu'à ses débuts, reflète déjà les préoccupations sociales de l'époque. The real key to thinking about the relation of film, particularly genre films that are popular, is they're part of the culture. You don't have to intentionally do something. The anxieties are there, the stories come out in certain ways. That's why science fiction is so interesting to me, because the technologies change, the social circumstances change in the culture, and you can see it affecting the very nature and tone and the importance of the films. En 1931, sort un classique du cinéma muet, Métropolis de Fritz Lang. Il met en scène une société régulée par une technologie omniprésente, où des aristocrates vivent oisivement dans une cité haute, pendant que des centaines d'ouvriers travaillent sans répit dans une ville souterraine. Je crois que pour Fritz Lang, il y avait vraiment, dans l'époque dans laquelle il se trouve, une vénération pour la technique. Et en même temps, bien sûr, c'est ce qu'il va dénoncer. C'est-à-dire qu'il montre bien cet état auquel la machine réduit l'homme. Et je me souviens que ce qui est très extraordinaire, c'était l'homme qui s'affronte à la machine. Et on voit que le rythme de l'homme n'est pas celui de la machine. Et donc, il est vraiment asservi par la machine. Et en même temps, il fait un corps à corps avec la machine. Le seul espoir des travailleurs réside en Maria, figure messianique qui leur inspire la révolution. Mais elle-même se verra absorbée par une machine, la créature du docteur Rotwang. Sous l'ordre du dictateur de Métropolis, Rotwang donne au robot l'apparence de Maria et l'envoie saborder les efforts révolutionnaires de la masse ouvrière.
On passe de la figure de la Maria, la vraie Maria, la Maria humaine qui est pure, qui est une figure virginale, une figure biblique, à la femme fatale, à la Salomé, à la femme vénéneuse, qui est l'androïde. Donc l'androïde, c'est effectivement la Vénus mécanique qui menace effectivement l'homme et qui le fascine. Mais la fascination que suscite l'androïde va au-delà de ce que son créateur avait prévu. La fausse Maria déclenche la révolution qu'elle était supposée empêcher. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la créature va échapper, on retrouve le mythe ici de Frankenstein, la créature échappe à son créateur. L'allégorie qui est en filigrane, c'est cette aspiration démesurée, effectivement prométhéenne, justement, qu'ont les hommes d'égaler Dieu, de recréer la vie, qui est une manière de transgression des tabous absolus que Dieu a imposés à l'homme. La révolution déchaînée des travailleurs ravage la ville souterraine et menace des centaines de vies. À travers le portrait d'une société assujettie par les machines, Métropolis met l'homme en garde contre son ambition démiurgique et fait écho aux peurs déjà présentes dans les mythes de l'Antiquité. En 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale tourne une nouvelle page de l'histoire, tant sur le plan social qu'économique. La reconstruction est en marche. L'industrie est réorganisée et modernisée. La production augmente et se diversifie face aux besoins croissants des foyers qui prospèrent en cette économie d'après-guerre. La vie moderne qu'on leur promet est avant tout une vie pratique. People talked about living better through chemistry. There were new appliances to buy. And, the economy was certainly spurred on by this. But there was a lot of ambivalence about new technologies at the same time, but curiosity and fascination with them. Oh, he looks alive. Le cinéma se fait l'écho de cette ambivalence en proposant autant de robots pratiques et divertissants que de machines malfaisantes et destructrices. Dans un cas comme dans l'autre, les robots sont encore des objets bien mécaniques, au physique grossier et à la démarche maladroite. 10 tons of lead for a slinky evening gown. Always at your service. You must be the loveliest, softest thing you've ever made for me. And fit in all the right places. With lots and lots of star sapphires. Star sapphires take a week to crystallize properly. Would diamond or emeralds do? Electro, come here. La robotique de l'époque est loin d'être aussi sophistiquée que Robbie. Les premiers robots humanoïdes, dont les capacités sont pour le moins limitées, servent surtout d'attraction de foire. Mais une série de découvertes scientifiques vont changer la donne. Car c'est à cette époque qu'apparaît une nouvelle discipline encore bien mystérieuse, qui s'apprête pourtant à révolutionner le monde. L'intelligence artificielle. Introduite par le mathématicien britannique Alan Turing, cette notion agite les communautés scientifiques et philosophiques. L'idée qu'une machine pense confronte Turing à bon nombre d'objections. Parmi ces objections, il y a l'idée qu'une machine ne peut pas posséder une conscience. Ce à quoi Alan Turing répond « peu importe ». Parce qu'on peut très bien faire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avoir une machine qui semble avoir une conscience, même s'il n'a pas réellement de conscience. On ne sait pas si la machine est consciente. D'ailleurs, peut-être qu'elle a une conscience qu'on ne connaît pas, qui n'a rien à voir, etc. Ça fait partie de tout un tas de débats. Mais en tout cas, il explique très clairement que ça n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir une machine qui fasse illusion sans posséder réellement de conscience. I love you, Esme. Pax, what would you do if something happened to me? I am you. Anything that happens to you happens to me. Oh, this covering, this housing might go on and on for centuries. Pax wouldn't. Malgré les controverses, l'intelligence artificielle se développe à une vitesse considérable et ouvre de nouveaux horizons en matière de science.
Elle sert notamment à la conquête spatiale, alors en plein essor. Les programmes informatiques intelligents que l'on peut désormais concevoir permettent le suivi des vols en orbite, mais aussi la construction de véhicules contrôlables à distance. En 1970, les Soviétiques envoient sur la Lune leur rover Lunokhod 1, l'un des premiers robots de l'espace grâce auquel l'homme pourra voir l'invisible et atteindre l'inatteignable. C'est dans ce contexte que sort 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Le film retrace l'évolution de l'humanité depuis sa maîtrise du premier outil jusqu'aux technologies sophistiquées qu'il envoie dans l'espace. L'intelligence artificielle s'incarne ici dans le personnage de HAL, l'ordinateur superpuissant aux commandes du vaisseau. Hal, you're the brain and central nervous system of the ship. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. Ce qui est intéressant dans HAL, c'est qu'il réalise tout un tas de choses qu'on sait faire aujourd'hui. Vous avez un ordinateur qui pilote une station spatiale, qui joue aux échecs, qui gagne tout le monde, qui est mathématicien. Tout ça, on sait le faire. Qui reconnaît l'effort. Donc, on est capable de réaliser énormément de choses. Il reconnaît la parole, ça pose aucun problème. Pourquoi ? Parce que lorsque on a réalisé ce film, Stanley Kubrick est allé dans les laboratoires de l'époque. Il a pris comme conseiller scientifique les pionniers de l'intelligence artificielle et donc il a essayé de projeter ce que seraient les réalisations. Et tout ça marche très bien. Après, ce qui fait le film, c'est que tout d'un coup, la machine va au-delà. Hal's inability to admit he's made a mistake, the fact that he cannot, and I use the word advisedly, process the fact that he can make a mistake, since computers and artificial intelligences, rational as they are, don't do that, leads to his psychosis. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. HAL, l'outil, est devenu conscient de lui-même. C'est autonomisé. Et tandis que les hommes nous sont présentés comme de tristes cobayes, des hamsters qui tournent dans cette roue du vaisseau Discovery en faisant leur jogging, des gens qui sont infiniment mélancoliques, infiniment tristes, qui sont perdus dans ces espaces infinis, qui sont eux-mêmes ressemblent presque à des machines. Eh bien, HAL a cette volonté-là, cette volonté d'autonomisation, et clairement, ce dont il est question dans le film, c'est pas seulement d'un méchant ordinateur qui veut détruire des humains, c'est évidemment de la lutte entre deux espèces dominantes. L'ancienne espèce dominante qui est l'homme et la nouvelle qui est la machine. Au fil des ans, HAL s'est érigé comme le symbole d'une menace toujours d'actualité, celle de l'acquisition d'une conscience par les robots. Pourtant, les progrès de l'intelligence artificielle n'ont pas été aussi rapides que ce que les travaux de l'époque laissaient présager. Le vrai robot qui s'apparente le plus à HAL est sans doute le robonaute de la Station spatiale internationale. Un projet en développement qui sera chargé d'accomplir des tâches ménagères pour faciliter le travail des astronautes à bord. Entre la situation extrême d'un HAL qui prend les commandes d'un vaisseau jusqu'à tuer les personnes à bord, si je me rappelle bien du film, versus ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le robonaute et puis quelques autres systèmes un peu du même gabarit, il y a un grand fossé, bien entendu. Mais on progresse quand même dans la direction de HAL. Il y a un long chemin à parcourir, il y a beaucoup d'intelligence à créer pour que, un jour, peut-être, on arrive à un HAL. Il y a du pour et du contre à arriver à un HAL. Le pour, c'est que ça décharge beaucoup l'être humain. Le contre, c'est que HAL prenne le pouvoir au détriment de l'être humain. Cette prise de pouvoir par les machines sera un motif récurrent de la science-fiction dans les années qui suivent 2001 l'Odyssée de l'espace.
Les robots malfaisants font de bons antagonistes de cinéma. D'une part parce qu'ils représentent une forme de conscience inconnue, et d'autre part parce que leur ambition destructrice n'a pas besoin d'être expliquée. Les robots du film Monde Ouest de Michael Crichton en sont le parfait exemple. Ils ont pour fonction de peupler et d'animer un gigantesque parc d'attractions reconstituant entièrement l'Ouest américain du 19e siècle. Dinner at 7, breakfast at 6:30. Get lunch on your own. Don't look like much here, but we have everything. You mean to tell me he's a robot? What'll it be? Cette population artificielle permet aux deux personnages de réaliser nombre de fantasmes en jouant les cow-boys durant leur séjour. You say something, boy. Kill him. Your move. We know you'll enjoy your stay in West. Mais sans raison apparente, les robots prennent vie et se rebellent contre les humains. Where nothing can possibly go wrong. I'm shot. Go wrong. Raw. Go wrong. Oh my God. Shut down. Shut down immediately. The robots in Westworld are simply versions of 1950s Western characters. They are the sort of Western characters who were extras or furniture. And Yul Brynner from The Magnificent Seven is a robot gunslinger, and tourists can go and basically role-play Wild West times. But actually it's a film that isn't even that interested in its robots. It's about fantasy. All movies are a form of escape. I mean, we all kind of want to imagine ourselves, for the most part, up in the story. I mean, maybe not in horror films, but whether it's a romance or an adventure or an action picture, that's what movies are supposed to do. And I think with Westworld, it takes it one more step. Le film lui-même est une allégorie du cinéma, du monde du spectacle. On est dans une représentation, on est dans un jeu de rôle. Et donc, ce dont il nous parle, c'est de l'interactivité. C'est-à-dire qu'on est dans la télé-réalité, d'une certaine façon, sauf que cette télé-réalité est complètement irréelle, puisque ce sont des expériences qui sont vécues avec pour partenaires des robots. The main thing we have used robots for is making movies. Forget exploring deep space or under the sea or fighting wars, which we now do a bit of. The main thing we have created robots for is special effects in movies. And I think Westworld, because it was made by somebody who thought deeply about this stuff, he actually got that. Later on, Crichton wrote Jurassic Park, which is another thing that says that science will mainly be used in the entertainment industry. This is the new Apple IIc. This is a computer they call Junior. You might think they're similar, but this one can only run this many programs, while the Apple IIc can run this many. La fin des années 70 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'informatique. Avec l'Apple II, les outils de traitement de l'information sont pour la première fois accessibles au grand public. Les unités centrales massives d'IBM se transforment en ordinateurs personnalisés qui deviendront des outils indispensables à notre quotidien. Once we're in electronic consumer culture, we have smart machinery. We have perceptive and responsive machinery. We're not even calling it machinery anymore with the advent of the digital and the electronic and the digital, let alone interconnectivity and so on. We become in ourselves unsettled. Si les nouvelles technologies semblent faciliter le quotidien, elles modifient aussi notre rapport à la réalité. Disquettes, VHS, cassettes audio ou photocopieurs, les techniques de reproduction se banalisent. Il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, l'original de sa copie. L'homme se construit un univers virtuel dans lequel s'estompe la frontière avec le monde réel. Come to me now. Come to Nikki. C'est alors qu'apparaît un courant de la science-fiction imaginant les conséquences les plus sombres de notre nouveau rapport aux machines. Le cyberpunk. Imprégné de violence et de pessimisme, il dépeint un avenir contre-utopique dans lequel la technologie ultra-sophistiquée n'a en rien amélioré la condition de l'homme.
Les héros sont souvent des personnages cyniques et désabusés, dont la quête semble perdue d'avance. C'est dans ce courant que s'inscrit Blade Runner, de Ridley Scott, qui porte à l'écran le roman de Philip K. Dick, sorti 15 ans plus tôt. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Dans un futur sombre, pluvieux et dénué de nature, les hommes qui colonisent l'espace sont servis par des androïdes programmés pour ne vivre que 4 ans. Mais certains d'entre eux se rebellent, et Rick Descartes, ancien chasseur de primes, est alors chargé de les traquer et de les éliminer. When I came on the film, they were still called androids. And I was personally uncomfortable with that word because it smacks so much of pulp. So I phoned my daughter, who was doing chemistry at UCLA, and asked her what happens when things are cloned and all this stuff. And in the course of it, the replication came up. Qu'est-ce qu'un répliquant? Un répliquant, c'est une réplique d'humain. Donc ça veut dire que les matériaux sont les mêmes. Ce sont des êtres organiques qui sont fabriqués par de l'ingénierie génétique. Mr. Deckard, Dr. Eldon Tyrell. I don't get it, Tyrell. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. What the replicants want is to get to Tyrell. He's the maker. We want him to extend our lives, to keep us on this planet a longer time. We like it. We like being around. We've been built to go out, and we're dying. And I guess even though we're not human, we understand dying. They were very human characters. That was the whole point of them, that they were deceptively human, that they weren't intended to be as human as they ended up being. And one of the most powerful scenes is when Roy Batty quotes Blake, misquotes Blake. I remember I changed a couple of words in it to make it more Blade Runner. I thought, my God, I'm rewriting Blake. God, Hollywood will do anything. More than words can say. If I didn't... Capables de poésie et d'amour, les réplicants de Blade Runner sont si semblables aux humains que le personnage de Rachel ignore qu'elle est elle-même une réplicante. She's got these photos on her piano, and these are supposed to attest to the fact, you know, of her, not just her memory, which had been implanted, but attest to her humanity. These memories weren't hers. They were somebody else's, but she thought they were hers. And what does that mean? And what if right now all the things I remember about being David Peoples and stuff aren't true? And that's something somebody else put in there. Holy smokes. Complexe et volontairement ambigu, Blade Runner se heurte à de nombreuses critiques à sa sortie. Le public des années 80 est plutôt habitué aux blockbusters populaires dans la lignée de Monde Ouest. C'est le cas de la franchise Terminator. Le concept est celui d'un monde dans lequel des machines superpuissantes du futur mènent une guerre impitoyable contre l'humanité. Under cover of darkness, someone is stalking Sarah Connor. Sarah Connor? Yes. Sarah Connor, 35, brutally shot to death in her home. You're dead, honey. Of course, we'll have more on this later. Why did the machines want to take over in the first place? 2 reasons. They're smarter than us, and they can. I thought that they would look at human beings pretty much the way we look at viruses, and except maybe even more dangerous. I mean, a virus is dangerous to a person, and human beings as a virus to artificial intelligence could be very dangerous indeed, like trying to turn it off. So they thought, we'll just make them go away. De tous les volets de la série, Terminator 2 est sans doute celui qui demeure le plus apprécié du public et de la critique. Mais l'intérêt de ce film réside aussi dans le témoignage qu'il fait de son époque. There was a different way we looked at the technology in Terminator 2 versus Terminator 1. First of all, the difference between those films is about $94 million in budget. So there were things that we wanted to do, that I know Jim wanted to do in the first Terminator, that
for two reasons. One, budget, and the second, actual existing technology prevented him from doing. The T-1000 is a real good example of what we were able to do in Terminator 2 that was physically not possible in Terminator 1. It's soft tech, not hard tech. If Arnold's hard tech, the T-1000 is soft tech. And some boundaries were broken in the effects world because of that film. It's a great irony to me that really serious innovations in the art of special effects and technology were made in the service of films that says that technology is bad. On the surface, it's a kind of critique of technology. At the same time, there's admiration. I mean, hey, Terminator gave us morphing in a big way. There's a secondary element to the approach to technology in Terminator 2 versus Terminator 1. In Terminator 1, technology is merely a threat, merely the enemy. When we get to Terminator 2, the hard tech, the Arnold that was a threat in the first film, is now become a savior in the second film. And as he is beginning to learn more about the world and how people behave and realize he's got to protect John, they start to trade places, the Terminator and Sarah. And she is becoming more of a killer robot. And he is becoming more of the voice of reason. We made him an actual character who has an arc. And having an arc is like having a spark of life if you're a character in a story. And so we kind of breathe life into the machine. It's a family story. And it's about consciousness. It's about the cyborg learning to become more human, which is something that happens in T2. As Arnold's character experiences human interaction more and more, he softens. I mean, he can almost give out love, almost, I think. It's a beautiful thing, and it shows that there's hope. There's hope even in purely technological stuff. Notre vision des machines se transforme au fur et à mesure que les nouvelles technologies se répandent et que notre rapport avec elles se banalise. Au cinéma, les personnages de robots gagnent en humanité et jouent de plus en plus les premiers rôles. C'est notamment le cas de numéro 5, le héros du film Short Circuit. Tout comme le robot de Terminator 2, numéro 5 possède un arc dramatique, cette capacité d'apprentissage qui le fait évoluer tout au long du film. Ces personnages sont les reflets d'une époque qui épouse les bouleversements technologiques avec un enthousiasme grandissant. By the time that this was written, the idea of what could be done with computerized information, computer chips and so on had advanced dramatically. We're writing this on our first computers, saving it on floppy disks, 20 pages of a screenplay. We'd have 5 or 6 floppy disks for one screenplay. So this is the early days. So we were in thrall, as everybody was, with technology, with the new technology. So it was fun to be doing something about a robot. They can seem quite lifelike, but they are still machines. Number 5 is alive. I watched a lot of science fiction as a kid, and Robbie the Robot in Forbidden Planet had a huge effect on me. He was very personable and very high-tech for those times. He was definitely one of the robots that we drew upon when we were writing Short Circuit. And number 5 is also inspired by C-3PO and R2-D2, because those are two robots who both have comical characters, who both seem to have emotions. But the joke in Star Wars is, but they're robots. And the idea in our movie is, but he's really alive. This character was just so funny and alive, and it was not just a movie prop, but it was a real character. And I wanted puppeteers to bring life to number 5, not just to have the mechanical movements, but now how can we make them look less mechanical and more organic? Oh, that's great, okay.
let's go back now. Come on. Hey! Damn it, you klutz! Look what you did! Error. Grasshopper disassemble. Reassemble. Huh? Reassemble. I can't reassemble him. You squashed him. He's dead. Dead? Right. That's when he realizes that to be disassembled is to be killed, in his case. So that becomes his mantra for the rest of the movie. No disassemble, no disassemble. Now he goes running off. Yeah, that's his sense of life, the idea that this thing existed, now it doesn't exist anymore. They're going to do the same thing to him. And then that's his moment of realizing that his whatever life is, it's going to end. And so he'd better run. Depuis ses premiers pas grotesques et ses propos maladroits, le robot de cinéma a parcouru un long chemin avant de pouvoir s'imposer comme une forme d'intelligence à part entière. Un être capable d'aimer la vie et de craindre la mort. Un robot qui, incontestablement, s'humanise, tandis qu'en parallèle, l'homme, lui, se mécanise. Mieux que jamais auparavant, les progrès de la médecine permettent de pallier les déficiences physiques par le biais de prothèses de plus en plus sophistiquées. Le corps humain, augmenté d'éléments robotiques, nourrit l'imaginaire des auteurs de science-fiction. Les personnages de cyborgs se répandent et ravivent des questionnements sur la nature même de l'humanité. Est-ce que quelqu'un qui est amputé, qui n'a plus sa jambe, est moins humain que quelqu'un qui a sa jambe? Est-ce que quelqu'un qui n'a plus ses bras est moins humain que quelqu'un qui a tout son corps? Et finalement, est-ce que quelqu'un qui n'a plus de corps du tout est moins humain que quelqu'un qui a tout son corps? Qu'est-ce qui fait l'essence de l'humanité? Est-ce que ce ne sont pas nos souvenirs, notre mémoire, notre personnalité et certes un corps, mais qu'est-ce que le corps sinon une interface avec le monde? Ces questions sont notamment soulevées dans le film d'action Robocop, sorti en 1987. Il raconte l'histoire d'Alex Murphy, un policier assassiné par un gang de malfaiteurs dont le corps est récupéré puis réincarné dans un organisme cybernétique. I had grown up with tales of technologies going to come and kill you. And it's in HAL, it's in HAL in 2001. It's in a lot of things. Robots will want to be like you and kill you. And I thought that was actually not I thought a more modern idea was we were going to have to cope with becoming machines. RoboCop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. You better back up, pal! Your move, creep. En devenant une machine, Robocop perd toute sa mémoire humaine et avec elle, son identité passée. Mais des bribes de souvenirs ressurgissent spontanément et déclenchent un véritable questionnement chez le personnage. RoboCop's journey is to find out who he is, and the audience is hoping he'll remember himself as a man and he'll become Murphy again. But what he's really doing is he's remembering being Murphy, and it hurts. By the end of the film, I think RoboCop has realized kind of who he is. He says his name, but the important thing is he's not a man anymore. He is something different, and that's it. And that's what I think is kind of startling about RoboCop. He's a new thing. He's a transhuman thing. Au fil des innovations technologiques, un pays s'est distingué dans son avant-gardisme et sa capacité à intégrer les nouvelles technologies. Depuis toujours, le Japon semble entretenir avec les machines un rapport particulier, optimiste, et dénué de la peur exprimée dans les œuvres occidentales. La société japonaise fonctionne d'une telle façon que là-bas, une des sacro-saintes institutions de la société japonaise, c'est le travail. Hélas, les hommes tombent parfois malades. Ils peuvent être en retard. Alors qu'un robot, le robot effectuera ses tâches dans un temps déterminé et comme on lui a demandé de le faire. Et donc le robot très rapidement s'impose là-bas comme le but à atteindre, une sorte de fantasme industriel
Voilà, c'est l'idéal, ça, il faut qu'on tende au maximum vers une machinisation de la société, vers une robotisation de la société, parce que c'est le futur, parce que ça permet de mieux faire tourner la société. Cette société futuriste est au cœur de l'un des films les plus mémorables du cyberpunk japonais, Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii. Ici, les personnages sont dotés de corps cybernétiques, à travers lesquels ils peuvent se connecter à un réseau informatique global. Une gigantesque mer d'informations dans laquelle naît spontanément l'antagoniste du film, le Puppet Master, une forme d'intelligence qui s'infiltre successivement dans différents corps en attendant de trouver un véritable organisme dans lequel s'incarner. Il est traqué par l'héroïne du film, Motoko, une policière cyborg. L'héroïne de Ghost in the Shell, c'est ce personnage cyborg de femme qui donc a un corps de machine et un cerveau humain. Et ça lui pose problème. Quel problème ça lui pose ? C'est le problème de savoir si finalement son corps correspond à ce qu'elle est, reflète son identité. Parce que finalement, elle s'aperçoit au fur et à mesure que ce corps est interchangeable, que ça pourrait être celui-là, mais aussi bien un autre. Elle ne sait pas où elle se situe un petit peu dans le monde actuel. Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce que c'est un robot et tout ça? C'est une des thématiques que développe Oshii dans son film. C'est cogito ergo sum, d'accord, mais est-ce que la vie se résume juste à ça? Est-ce que juste le fait de penser, c'est être une forme de vie? De la même manière que Motoko est tourmenté par son identité de cyborg, le Puppet Master est lui insatisfait de sa nature désincarnée. Sans corps, il ne peut pas prétendre au statut de véritable être vivant, un être capable de se reproduire, d'évoluer et de mourir. Qu'est-ce qu'il recherche profondément? Quel est son véritable but? Son but, c'est de trouver un corps. Son but, c'est justement de s'incarner. Et la fin du film, c'est la convergence, la réunion de Puppet Master avec Motoko. Il va transcender sa réalité, ce qu'il était en fait juste une idée mais sans consistance, pour se transformer en véritable créature vivante. Donc on n'est pas simplement dans « oui, la machine va surpasser l'humain ». Non, mais ça c'est fini, c'est déjà réglé. La machine, elle est amalgamée à l'humain, on est tous des cyborgs. La question est réglée. Maintenant, la question de Ghost in the Shell, c'est, une fois qu'on a dit ça, comment on passe à l'étape supérieure ? Si le cinéma continue pendant quelques années à fantasmer une fusion entre l'homme et la machine, la recherche scientifique, elle, suit un cours tout à fait différent. À partir des années 90, on a conçu des robots ou des machines qui échangeaient avec les hommes. Ce sont les interactions machines. Et à ce moment-là, on s'est dit que pour échanger, dans le temps de l'action, le langage qui est le plus rapide, c'est celui de l'émotion. Et donc, qu'il fallait qu'on donne aux machines des traits qui miment nos émotions pour nous transmettre les messages importants. Pour que d'abord, elles soient attirantes, et puis que si quelque chose ne va pas, qu'elles miment l'inquiétude, qu'elles miment la crainte, si quelque chose va, qu'elles miment la satisfaction. La mimétique émotionnelle des robots est poussée à l'extrême dans la science-fiction des années 2000. Cette figure du robot sentimental va prendre une dimension inédite dans un film en particulier. La collaboration entre deux réalisateurs très différents, Steven Spielberg et Stanley Kubrick, donne naissance à une vision du robot complexe et nuancée dans AI, intelligence artificielle. Le film revisite le conte de Pinocchio à travers le personnage de David,
humanoïde conçu pour remplacer un véritable fils au sein d'une famille ordinaire. Mais il se heurte à l'abandon de la mère, qu'il est programmé pour aimer, et entame une quête obsessionnelle à la recherche d'une fée bleue qui le transformera en humain. This movie, I think, is a new vision of robot existence. We are focusing upon an apparent child of age 10, 11, and this is not something which I think we have seen in any previous movies about robots. A humanoid robot is, as in iRobot or Terminator is not a very humanoid robot, but it's big, it's strong, it does things, it's fast. It's not confused and wandering around trying to achieve a goal and filled with sadness. Please make me a real boy. He would tell you that the best thing he did was not blink. Like, he doesn't blink in the entire film, which was probably the most challenging thing and probably most believable thing he ever did. Haley, altered his behavior through the film. As we went through the film, he started to behave in a more and more human way. And his character in the film goes on that journey to try to figure out how to become a real boy so his mom will love him the way she loves her real son. Love obsession is one thing. Obsessions are something that we are familiar with, and you do not expect a machine to be obsessed. You do not go to your toaster in the morning and it says, I will only produce wholemeal toast today. This is my mission. No, he does not know things. He is searching for things. He is on a quest. David poursuit sa quête au fond de l'océan, où son énergie finit par s'épuiser. 2000 ans s'écoulent, et la Terre entre dans un nouvel âge de glace qui met fin à l'humanité. Le corps inerte de David est retrouvé, puis ramené à la vie par les robots avancés qui peuplent désormais la planète. The tragedy about AI, which, as we discover in the final 20 minutes, is that the advanced artificial intelligences of the future have completely defined their personality and reason for existence in connection with the human race who first created and implemented them. And it is a tragedy for them that their makers have all gone away and are dead. And David is the strongest representation of the human race because he interacted back then, 2,000 years before. He knew people. That's why they're so excited and curious to study him, because he's the only one who knows what the humans were like. So in a sense, he is more human than robot if you look from the perspective of 2,000 years later. Are we all going to be robots one day? Is humanity going to be robots? And will they be considered humans? Is that what humans will evolve to? A lot of people believe this is the natural course that evolution will take on planet Earth, that the days of the human are numbered. Quand on parle d'évolution, on peut avoir en tête évidemment ce que Darwin nous a appris. C'est-à-dire que y a des phénomènes d'apparition d'espèces et puis des phénomènes de sélection. Et c'est vrai que face aux capacités que l'on veut donner, des capacités croissantes, aux compétences, à l'intelligence, à la perfection, voire une forme même d'immortalité, à la limite d'un robot, on peut lui donner tout ça. Est-ce qu'arrivera pas un moment donné où l'espèce robot sera plus adaptée à la vie sur Terre que l'espèce humaine et fera disparaître l'espèce humaine ? La survie de l'espèce humaine sur sa propre planète est aujourd'hui plus que jamais remise en question. Conscient de la menace qui pèse sur son existence, l'homme entretient désormais l'utopie de trouver un jour une nouvelle Terre à coloniser. Et si l'exploration spatiale vise d'abord à mieux comprendre notre passé, elle pourrait aussi, à terme, nous fournir des réponses sur notre avenir. Mais là encore, les robots nous sont indispensables. Il y a très peu de destinations sur lesquelles on peut aller. C'est d'une part la Lune, d'autre part Mars. Là, l'être humain
en tant que tel, conceptuellement, on peut concevoir qu'il puisse y aller, poser le pied, y rester un certain temps, mais pas très longtemps, et revenir. Dès l'instant où on va explorer d'autres choses, on est obligé d'envoyer des sondes, des engins divers et variés. C'est le cas du robot Philae de la mission Rosetta, qui a traversé 510 millions de kilomètres pendant plus de 10 ans pour se poser sur la comète Chury, qu'il est en charge d'étudier. On a besoin des robots parce que envoyer des hommes, ça coûte entre 100 et 1000 fois plus cher et on n'est pas capable de les envoyer beaucoup plus loin que la Lune aujourd'hui. Donc si on veut faire des choses utiles sur le plan scientifique, on utilise les robots. Même là où on va envoyer l'homme, là on va aussi envoyer des robots. Là, on pense que les robots pourront aider l'homme à faire un certain nombre de tâches, aussi bien sur la Lune qu'éventuellement sur Mars si jamais on va vers Mars. Ce n'est même pas une question de choix, parce que avec des missions qui deviennent de plus en plus complexes, les astronautes seront obligés de zapper toute une série de tâches parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est aussi bête que ça. Et ils doivent se concentrer sur des tâches plus importantes. Donc, la robotisation des activités est quelque chose de fondamental. Le robot devient de plus en plus une extension, il a toujours été une extension de l'homme. Hein. L'artefact, le premier outil qu'on a fait, c'est une extension de la main, une extension du bras, ou une transformation de ses membres. Et là, plus que jamais, on se rend bien compte que ces sondes spatiales sont des extensions de nos capacités, de nos sens. Et on arrive aujourd'hui à des qualités de rendu extraordinaires. Et il faut aller dans ce sens-là, sans nier que peut-être un jour, du moins certains espèrent, on pourra aller de nous-mêmes poser le pied, poser la main sur des planètes lointaines. À défaut d'avoir trouvé une autre planète sur laquelle s'installer, les humains du film Wall-E vivent à bord d'un gigantesque vaisseau naviguant à travers l'espace. Le film commence là où AI se termine, sur une terre ruinée, dépeuplée, où demeure un seul petit robot qui, comme David, porte les marques de son contact avec l'humanité. Souvent, ce que les robots incarnent, c'est la mémoire. Wall-E, il a dans sa tête tout, il a la mémoire. Il garde des petites cuillères, il essaie de les classer, c'est très joli cet aspect-là. Et donc, il est le gardien du musée de ce qu'a été l'espèce humaine. He looks mechanical. He's made to look grubby and mechanical, even though he actually runs, has a microchip for a heart. And what does he do? He watches old movies. So the cinema is dead, but he's got a couple of old videos that he plays. And Eve comes along. And Eve is this newest version, egg-shaped, pristine, faster, clean, white, where Wally's just beat up and dented and so on. And he has to teach Eve to be more human. Ces personnages-là ont une sorte de ténacité qui nous impressionne et qui est une qualité, je dirais, peut-être robotique, parce que parfois, quand on insiste, on se dit « je suis en train de devenir une machine ». Mais une machine ne perd jamais son enthousiasme. Peut-être que l'être humain se sent lui-même misérablement dépourvu de courage, d'obstination. Donc c'est émouvant, évidemment, de voir sur l'écran des petits êtres artificiels qui, eux, insistent et ne renoncent pas. Les robots de cinéma comme Wall-E et David témoignent d'un nouveau rôle assumé par les machines. Ténacité, mémoire, humanité. Loin de leur position initiale d'outils, elles possèdent désormais des qualités qui nous manquent. Et on y cherche les réponses qui nous font défaut. Martin Heidegger writes that the essence of technology is nothing technological. Technology, for one thing, is never neutral. It's not just machinery. It's made by human beings. It's used by them. It's changed our world, our life world. It's changed us.
You watch people in airports walking on the street looking at their smartphones. They are anxious to put their smartphones away or turn them off. It's as if they only exist if somebody is tweeting them, if somebody is trying to contact them in some way. If there's a gap or a space, it's as if they've vanished. Cette dépendance aux nouvelles technologies n'est-elle finalement pas une facette moderne de notre asservissement aux machines, contre lequel la science-fiction nous a toujours mis en garde? Vouloir créer un être, une machine à son image, c'est vrai que c'est systématiquement condamné par la culture, parce que c'est aller au-delà de ce qui est permis à l'homme. Est-ce que c'est parce que l'homme se prend pour Dieu? Non. Si ces textes voulaient dire que en créant un golem, un Frankenstein ou un robot, l'homme pouvait menacer Dieu, c'est-à-dire que ce Dieu-là est un Dieu fragile, est un Dieu qu'on peut menacer, un Dieu qu'on peut vaincre. Donc il n'est plus vraiment un Dieu, c'est un demi-Dieu ou c'est je ne sais trop quoi. C'est bien, derrière l'interdiction qui peut être faite, c'est une mise en garde. Attention, si toi, l'homme, tu veux créer un être à ton image, est-ce que tu risques pas de dépasser une limite et de devenir l'esclave de ta propre créature? Dieu restera au-dessus, mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir?